Maximilien Robespierre. Pour certains, il est le défenseur incorruptible du peuple, la voix pure de la Révolution. Pour d'autres, il est le tyran sanguinaire, l'architecte de la terreur. Derrière le mythe, qui était-il vraiment? Où nous regardez-vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela nous fait toujours très plaisir. Et pour nous soutenir gratuitement, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. L'histoire est souvent écrite en noir et blanc, glorifiant des héros et condamnant des monstres. Mais la réalité est presque toujours une nuance de gris. Pour comprendre la Révolution française, l'un des événements les plus complexes et les plus influents de l'histoire humaine, il faut se pencher sur ses figures les plus controversées. Aucune n'incarne mieux cette complexité que Maximilien de Robespierre. Avocat de province aux idéaux élevés, il est devenu le visage d'un régime qui a guillotiné des dizaines de milliers de personnes au nom de la liberté. Comment un homme qui prônait l'abolition de la peine de mort a-t-il pu devenir le maître d'œuvre de la Grande Terreur? Plongeons dans l'histoire de celui que ses alliés appelaient l'incorruptible et que ses ennemis ont qualifié de monstre. L'histoire de Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre commence dans la ville d'Arras, capitale de la province d'Artois, le 6 mai 1758. Il naît dans une famille qui, malgré sa particule, appartient à la petite bourgeoisie de Robe, une lignée d'avocats et de juristes respectés depuis plusieurs générations. Son père, François de Robespierre, est un avocat au Conseil supérieur d'Artois, un homme décrit comme instable et dépensier. Sa mère, Jacqueline Marguerite Carreau, est la fille d'un brasseur, un mariage considéré comme une mésalliance par la famille de son époux. Maximilien est l'aîné de 4 enfants, nés en l'espace de 5 ans. Le destin frappe brutalement la famille lorsque Jacqueline meurt en couche en donnant naissance à une fille mort-née. Maximilien n'a alors que 6 ans. Ce drame familial est le premier d'une série de fractures qui marqueront profondément sa jeunesse. Accablé de chagrin et de dettes, son père abandonne ses enfants peu de temps après, quittant Arras pour ne jamais y revenir de manière permanente, laissant Maximilien, son frère Augustin et ses sœurs Charlotte et Henriette aux soins de leurs grands-parents maternels et de leurs tantes. Cette expérience précoce de l'abandon et de la perte instille en lui un sens aigu des responsabilités et une gravité qui ne le quitteront jamais. Il devient, par la force des choses, le protecteur de sa fratrie, développant une personnalité sérieuse, studieuse et introvertie. Dès son plus jeune âge, il se réfugie dans les livres, trouvant dans l'étude un ordre et une certitude que le monde réel lui refuse. Ses professeurs remarquent rapidement ses capacités intellectuelles, exceptionnelles, et son application sans faille. Grâce à la protection de l'évêque d'Arras, il obtient une bourse prestigieuse pour le collège Louis le Grand à Paris, l'un des établissements d'enseignement les plus renommés du royaume. C'est là, loin de la province, qu'il va forger les outils intellectuels et les convictions qui définiront sa vie. À Louis le Grand, il côtoie les fils de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, mais aussi d'autres boursiers talentueux comme Camille Desmoulins, qui deviendra l'un de ses plus proches amis avant de devenir une de ses victimes. Il se révèle un élève modèle, excellent en rhétorique et en lettres classiques. Il se passionne pour l'histoire de la Rome antique, admirant les figures de Cicéron, Caton et Brutus, des républicains vertueux qui ont lutté contre la tyrannie. C'est durant ces années de formation qu'il découvre l'œuvre qui va devenir la pierre angulaire de sa pensée politique et morale, celle de Jean-Jacques Rousseau. Dans le contrat social ou Émile, Robespierre trouve un écho à ses propres aspirations. Il est fasciné par le concept de la volonté générale, l'idée que la souveraineté réside dans le peuple et que la loi doit être l'expression de cette volonté. Il est particulièrement marqué par la notion de vertu, que Rousseau définit comme la conformité de la volonté particulière à la volonté générale, c'est-à-dire le sacrifice de l'intérêt personnel au profit du bien public. Cette idée deviendra pour Robespierre un dogme absolu. Selon certaines sources, son admiration est si grande qu'il aurait fait un pèlerinage à Ermenonville pour rencontrer le philosophe peu de temps avant sa mort. Qu'il l'ait rencontré ou non, l'influence de Rousseau sur sa pensée est indéniable et irriguera tous ses futurs discours et actions. Après 12 années d'études à Paris, il obtient son diplôme de droit et est admis au barreau d'Arras
en 1781. Il revient dans sa ville natale pour y exercer la profession d'avocat, suivant ainsi la tradition familiale. Il se bâtit rapidement une réputation solide. Ce n'est pas un orateur flamboyant, mais sa logique est implacable. Ses dossiers sont méticuleusement préparés et ses plaidoiries sont empreintes d'une grande force morale. Il se fait le défenseur des plus démunis, des pauvres et des opprimés, s'attaquant aux privilèges de l'aristocratie et du clergé. Dans une affaire célèbre, l'affaire du paratonnerre de Saint-Omer, il défend un homme que ses voisins accusent d'attirer la foudre avec cette nouvelle invention, plaidant avec succès en faveur de la science et du progrès contre l'obscurantisme. Ce procès lui vaut une reconnaissance qui dépasse les frontières de l'Artois. Parallèlement à sa carrière juridique, il mène une vie sociale et culturelle active. Il est membre de l'Académie des Rosati, une société littéraire où l'on cultive la poésie légère et les belles lettres, ce qui peut paraître surprenant pour un homme si austère. Il y lit des vers et des discours, montrant une facette plus mondaine de sa personnalité. Il est également admis à l'Académie d'Arras, où ses discours sur des sujets de justice et de morale sont remarqués. C'est à cette époque que se forge le surnom qui lui collera à la peau, l'incorruptible. Ce qualificatif, d'abord utilisé par ses admirateurs locaux, souligne son intégrité scrupuleuse, son refus des compromis et son dévouement total à ce qu'il considère comme juste. Sa vie est simple, frugale. Il vit modestement avec sa sœur Charlotte, loin des fastes et de la corruption qu'il dénonce. Cette rigueur morale, qui est sa plus grande force, deviendra aussi dans les cercles du pouvoir sa plus grande faiblesse, le rendant incapable de souplesse et de pardon. Alors que le royaume de France s'enfonce dans une crise financière et politique sans précédent, Maximilien Robespierre, l'avocat d'Arras, est prêt. Il a les outils intellectuels, les convictions morales et l'ambition de jouer un rôle dans les bouleversements qui s'annoncent. Il est convaincu que le peuple est bon par nature, mais corrompu par des institutions injustes. Il croit en la vertu, en la raison et en la possibilité de bâtir une société nouvelle, fondée sur l'égalité et la justice. Il ne sait pas encore que le chemin vers cette utopie sera pavé de sang et que le sien y coulera également. À la veille de 1789, le royaume de France est une poudrière. Des années de mauvaises récoltes, une crise économique profonde et un système fiscal inique ont poussé le peuple au bord de la famine et de la révolte. Le roi Louis XVI, incapable de réformer la monarchie, se résout à convoquer les États généraux, une assemblée des trois ordres du royaume, le clergé, la noblesse et le tiers-État qui ne s'est pas réuni depuis 175 ans. Pour Maximilien Robespierre, c'est l'occasion de sa vie. Il se lance avec une détermination farouche dans la campagne pour l'élection des députés. Âgé de 30 ans, il est encore largement inconnu en dehors de sa province d'Artois. Il rédige plusieurs pamphlets, dont le plus célèbre est « À la nation artésienne » sur la nécessité de réformer les États d'Artois. Dans ce texte, il dénonce avec une virulence inédite les privilèges et le pouvoir des élites locales, se faisant le porte-voix des artisans, des paysans et des pauvres. Sa campagne est difficile. Il doit affronter le mépris des notables établis, qui voient en lui un agitateur dangereux. Mais son éloquence et la justesse de ses arguments finissent par convaincre. En avril 1789, il est élu 5e des 8 députés du tiers-État d'Artois pour siéger aux États généraux à Versailles. À son arrivée, il est un homme seul, sans réseau, au physique peu imposant et à la voix faible. Il se distingue par la simplicité de sa mise, portant toujours une perruque poudrée et un habit impeccable, contrastant avec le tumulte ambiant. Dans les premiers débats qui agitent l'Assemblée, sa voix est à peine audible. D'autres orateurs, comme Mirabeau, Barnave ou l'abbé Sieyès, captivent les foules. Robespierre, lui, lit ses discours d'un ton monocorde. Ses premières interventions sont souvent accueillies par des rires ou de l'indifférence. On se moque de son sérieux, de son ton dogmatique. Mais il ne se décourage pas. Il travaille sans relâche, préparant chaque intervention avec un soin méticuleux. Il intervient sur tous les sujets,
revenant sans cesse sur ses principes fondamentaux, inspirés de Rousseau. La souveraineté du peuple, l'égalité des droits et la vertu publique. C'est au Club des Jacobins, une société politique qui se réunit dans l'ancien couvent des Jacobins à Paris, qu'il trouve sa véritable tribune. Loin de l'hostilité de l'Assemblée, il peut y développer ses idées et séduire un public de plus en plus nombreux et radicalisé. Il en devient rapidement l'une des figures les plus influentes. Ses positions sont alors considérées comme extrêmes. Alors que la plupart des députés cherchent un compromis avec la monarchie, Robespierre défend des idées d'une radicalité inouïe pour l'époque. Il se bat pour l'instauration du suffrage universel masculin, à un moment où seuls les citoyens actifs, c'est-à-dire les plus riches, ont le droit de vote. Il argumente que le droit de vote est un droit naturel et que priver les pauvres de ce droit est une injustice fondamentale. Il s'oppose avec force au veto royal, le droit que le roi conserverait de bloquer les lois votées par l'Assemblée. Pour lui, permettre au roi de s'opposer à la volonté de la nation est une négation même du principe de souveraineté populaire. Il se prononce également pour la liberté totale de la presse, pour le droit de pétition et pour l'admission des Juifs et des comédiens à la pleine citoyenneté. L'une de ses prises de position les plus remarquables et des plus ironiques au regard de son avenir est son opposition farouche à la peine de mort. En mai 1791, lors d'un débat sur la réforme du Code pénal, il prononce un discours vibrant pour l'abolition. Il y qualifie la peine capitale de barbare, d'injuste et d'inefficace, arguant qu'elle est un meurtre commis de sang-froid par la société et qu'elle n'a jamais empêché le crime. Il déclare « À mes yeux, les scènes de sang que l'on ordonne avec tant d'appareil ne sont que de lâches assassinats, des crimes solennels, commis non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. » Ces mots résonneront de manière tragique quelques années plus tard. Sa rigueur morale et son refus de tout compromis sur les principes lui valent une réputation grandissante. Tandis que d'autres figures de la Révolution, comme Mirabeau, sont soupçonnées de corruption et de double jeu avec la cour, Robespierre apparaît comme le défenseur pur et désintéressé de la cause du peuple. C'est à cette époque que le surnom d'incorruptible, né à Arras, se répand dans tout Paris. Il vit modestement, logeant à partir de 1791, chez le menuisier Maurice Duplay, rue Saint-Honoré, dans une petite chambre meublée, simplement. Cette austérité personnelle renforce son image publique. Il ne cherche ni la richesse ni les plaisirs, se consacrant corps et âme à la Révolution, qu'il considère comme une mission sacrée. Il est déjà un homme qui divise. Pour ses partisans, il est un prophète, le seul capable de guider la Révolution vers son but ultime. Pour ses détracteurs, il est un idéologue dangereux, un fanatique abstrait, déconnecté des réalités humaines, prêt à sacrifier des individus au nom de ses principes. Il voit le monde en termes manichéens. D'un côté, le peuple vertueux. De l'autre, une conspiration permanente d'ennemis, d'aristocrates, de traîtres et de corrompus qui cherchent à détruire la Révolution. Cette vision paranoïaque du complot, déjà présente, ne fera que s'amplifier avec le temps, jusqu'à devenir le moteur de ses actions les plus extrêmes. L'avocat de province a laissé place à une figure politique nationale, une voix qui compte, une conscience pour la frange la plus radicale du mouvement révolutionnaire. L'aube de la Révolution a révélé Maximilien Robespierre, mais les jours les plus sombres et les plus sanglants sont encore à venir. La période qui s'étend de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, à la fuite du roi en juin 1791, marque une étape cruciale dans l'ascension de Maximilien Robespierre. C'est durant ces mois de tension croissante qu'il s'impose véritablement comme la voix du peuple, ou du moins de la frange la plus radicale du peuple parisien, les sans-culottes. La fête de la Fédération est censée célébrer l'unité de la nation autour du roi et de la Constitution. Sur le champ de Mars, une foule immense assiste à la messe célébrée par Talleyrand et au serment prêté par Lafayette et Louis XVI. C'est un moment d'optimisme apparent, une illusion de concorde nationale. Mais Robespierre ne partage pas cette euphorie. Dans les couloirs du Club des Jacobins et à la tribune de l'Assemblée constituante, il met en garde contre ce qu'il perçoit comme une dangereuse mascarade.
Il se méfie du roi, de la cour, des généraux et des modérés qui, selon lui, ne cherchent qu'à confisquer la révolution au détriment du peuple. Son influence grandit de manière exponentielle, non pas tant au sein de l'Assemblée, où ses propositions sont encore souvent rejetées, mais au sein du réseau des Jacobins qui s'étend sur tout le territoire. Ses discours sont imprimés et diffusés dans les clubs, affiliés de province, faisant de lui une figure d'envergure nationale. Il devient le théoricien de la vigilance révolutionnaire. Son obsession est le complot. Il voit partout des ennemis cachés, des traîtres qui conspirent dans l'ombre pour restaurer l'ancien régime. Il dénonce sans relâche les ennemis de la liberté, qu'ils soient au sein de l'aristocratie, du haut clergé, ou même parmi ses collègues députés qu'il juge trop tièdes. Cette rhétorique, qui peut sembler paranoïaque, trouve un écho puissant auprès des sans-culottes parisiens. Ces artisans, boutiquiers et ouvriers sont exaspérés par la persistance de la misère, la hausse des prix et le sentiment que la révolution leur a été volée par la bourgeoisie d'affaires et les propriétaires terriens, qui sont les principaux bénéficiaires du nouveau système censitaire. Robespierre devient leur interprète, leur champion. Il ne leur parle pas seulement de droits abstraits, mais de pain, de justice sociale et de la punition des accapareurs et des spéculateurs. Il est l'un des rares dirigeants révolutionnaires à conserver un contact direct et une popularité intacte auprès des sections parisiennes. Sa propre vie, simple et austère, est un gage de son authenticité. Alors que d'autres s'enrichissent ou mènent de grands trains, il reste l'incorruptible, l'homme qui vit modestement chez le menuisier Duplay, entièrement dévoué à la cause. L'événement qui va radicalement changer la donne et valider a posteriori toutes ces mises en garde est la fuite du roi. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI, Marie-Antoinette et leur famille s'enfuirent de Paris dans l'espoir de rejoindre les troupes royalistes à la frontière. Leur arrestation à Varennes et leur retour humiliant à Paris provoquent un véritable séisme politique. La fiction d'une monarchie constitutionnelle harmonieuse s'effondre. Le roi, en tentant de fuir, a trahi la nation. Pour Robespierre, c'est la preuve irréfutable de ce qu'il n'a cessé de dénoncer, le double jeu de Louis XVI et le grand complot aristocratique. Dès le lendemain de l'arrestation, il monte à la tribune des Jacobins et prononce un discours foudroyant. Il ne demande pas encore explicitement la République, le mot fait encore peur, mais il exige la déchéance du roi et le jugement de ce traître. Il s'oppose violemment à la majorité de l'Assemblée constituante, menée par le triumvirat Barnave-Duport-Lameth, qui tente de sauver la monarchie en inventant la thèse de l'enlèvement du roi. Robespierre dénonce cette manœuvre comme une trahison supplémentaire. C'est à ce moment qu'a lieu la première grande scission au sein du camp révolutionnaire. Les modérés, effrayés par la montée en puissance du mouvement populaire, quittent en masse le club des Jacobins pour fonder leur propre club, celui des Feuillants. Robespierre, lui, reste et devient le maître incontesté des Jacobins qui se radicalisent à ses côtés. La crise atteint son paroxysme le 17 juillet 1791, lors du massacre du Champ de Mars. Des milliers de Parisiens se rassemblent pour signer une pétition réclamant la déchéance du roi. L'Assemblée, prétextant des troubles à l'ordre public, décrète la loi martiale. La garde nationale, commandée par Lafayette, ouvre le feu sur la foule désarmée, faisant plusieurs dizaines de morts. Pour Robespierre et le mouvement démocratique, c'est un traumatisme. Le sang du peuple a été versé par ceux-là même, qui étaient censés le protéger. Cet événement creuse un fossé de sang entre les révolutionnaires modérés, partisans d'un ordre bourgeois, et les radicaux, qui exigent une révolution allant jusqu'au bout de ses principes. Robespierre, menacé d'arrestation, doit se cacher pendant quelques jours. C'est à ce moment qu'il trouve refuge définitif chez la famille Duplay, qui devient pour lui une seconde famille, un havre de paix au milieu de la tourmente. À la fin du mois de septembre 1791, l'Assemblée constituante se sépare. Sur une proposition de Robespierre lui-même, il a été décrété que ses membres ne pourraient pas être réélus à la nouvelle Assemblée législative. C'est un acte de désintéressement politique qui renforce encore son aura. Il quitte ses fonctions de député, mais pas la scène politique. Privé de la tribune de l'Assemblée,
il va consacrer toute son énergie au club des Jacobins, qui devient un véritable contre-pouvoir. Il devient également accusateur public au tribunal criminel de Paris, une fonction qu'il occupera brièvement. Son retour à Arras en octobre est triomphal. Il est accueilli en héros. Mais il revient vite à Paris, car il sait que c'est là que se joue le destin de la Révolution. La voix du peuple est désormais plus puissante que jamais, mais elle est aussi plus isolée. Il s'est fait de nombreux ennemis, et la Révolution entre dans une nouvelle phase, encore plus incertaine, où la question de la guerre va bientôt déchirer les révolutionnaires eux-mêmes. L'hiver de 1791 à 1792 est marqué par un débat d'une intensité extraordinaire qui va fracturer durablement le camp révolutionnaire. Faut-il déclarer la guerre au roi de l'Europe ? D'un côté, un groupe de députés éloquents, réunis autour de Jacques-Pierre Brissot, les futurs Girondins, prêchent pour une croisade de la liberté. Ils soutiennent que la guerre est nécessaire pour démasquer les traîtres, consolider la révolution à l'intérieur et l'exporter à l'extérieur. Leur slogan est « La guerre au château, la paix aux chaumières ». De l'autre côté, presque seul contre tous, se dresse Maximilien Robespierre. Depuis sa tribune du Club des Jacobins, il va mener pendant des mois un combat acharné contre la perspective d'un conflit armé. Sa position est à la fois lucide, prémonitoire et profondément paradoxale pour celui qui deviendra plus tard le chef d'un gouvernement de salut public, menant une guerre totale. Robespierre ne s'oppose pas à la guerre par pacifisme. Son raisonnement est purement politique et stratégique. Sa plus grande crainte est que la guerre ne devienne le tombeau de la Révolution. Dans une série de discours magistraux prononcés aux Jacobins, il démonte point par point l'argumentaire des partisans de la guerre. D'abord, il avertit que la France n'est absolument pas prête militairement. L'armée est désorganisée par l'émigration de nombreux officiers nobles. Les troupes manquent d'équipement et de discipline. Lancer le pays dans une guerre dans ces conditions, c'est courir à la défaite, qui signifierait inévitablement l'invasion et la restauration de l'Ancien Régime. Ensuite, et c'est son argument central, il prédit que la guerre renforcera le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. En temps de guerre, le pouvoir tend à se concentrer entre les mains des généraux et des ministres. Il craint l'émergence d'un César, d'un général victorieux qui, auréolé de sa gloire militaire, pourrait renverser le gouvernement et instaurer une dictature. Il lance cette phrase prophétique « Personne n'aime les missionnaires armés » et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les repousser comme des ennemis. Il met en garde contre l'illusion de libérer les autres peuples par la force. Il souligne que la guerre détournerait l'attention des véritables ennemis de la Révolution, qui ne sont pas, selon lui, à Coblence parmi les émigrés, mais à Paris, au sein même de la cour, des ministères et de l'Assemblée. Pour Robespierre, le véritable danger est le complot intérieur. La guerre, dit-il, est un piège tendu par la cour et les ennemis de la Révolution. Le roi Louis XVI et ses partisans désirent secrètement la guerre, espérant une défaite française qui leur permettrait de retrouver leur pouvoir absolu avec l'aide des armées étrangères. Les bellicistes, comme Brissot, font donc, sans le savoir, le jeu de la contre-révolution. Ce duel oratoire entre Robespierre et Brissot aux Jacobins est l'un des sommets de l'éloquence révolutionnaire. Brissot, avec son emphase et son optimisme, galvanise l'auditoire. Robespierre, plus austère, plus analytique, tente de le ramener à la raison. Il est accusé de défaitisme, de lâcheté, de manquer de foi dans la puissance de la Révolution. On le soupçonne de vouloir isoler la France. Mais il tient bon, affinant ses arguments, prédisant avec une précision glaçante les catastrophes à venir. La trahison des généraux, les défaites initiales, la montée de la méfiance et la radicalisation de la violence politique. Il déclare « La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. » Il se retrouve de plus en plus isolé. La quasi-totalité de la classe politique, des feuillants modérés aux jacobins les plus ardents, est emportée par la vague belliciste.
Même des figures comme Danton sont séduites par l'idée d'une guerre patriotique. Robespierre est l'un des rares, avec quelques journalistes comme Camille Desmoulins, qui finira par changer d'avis, et Marat, à maintenir une opposition inflexible. Cette solitude renforce son image d'homme de principe, mais elle l'affaiblit politiquement à court terme. Il perd temporairement son influence au sein des Jacobins, où les partisans de Brissot deviennent majoritaires. Malgré ces avertissements, le 20 avril 1792, sur proposition du roi Louis XVI, l'Assemblée législative vote à une écrasante majorité la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire à l'empereur d'Autriche. C'est le début d'un conflit qui, avec quelques interruptions, durera plus de 20 ans et mettra l'Europe à feu et à sang. Les premières semaines de la guerre donnent tragiquement raison à Robespierre. L'armée française, mal préparée et minée par la méfiance entre les soldats et leurs officiers nobles, subit une série de revers humiliants. Des régiments entiers se débandent, des généraux accusent leurs troupes de lâcheté, d'autres sont soupçonnés de trahison. L'invasion du territoire national semble imminente. Cette situation de crise extrême va provoquer une nouvelle flambée révolutionnaire à Paris. Le peuple, persuadé d'être trahi, commence à exiger des mesures radicales. Robespierre, qui avait été marginalisé pendant le débat sur la guerre, redevient une figure centrale. Ses prophéties se sont réalisées, ce qui lui confère une nouvelle autorité morale. Il n'a pas voulu la guerre, mais maintenant qu'elle est là, il soutient qu'il faut la mener avec une énergie révolutionnaire, ce qui implique de se débarrasser des traîtres à l'intérieur, à commencer par le premier d'entre eux, le roi. Le débat sur la guerre a eu des conséquences profondes. Il a créé une fracture irréconciliable entre Robespierre et les Girondins, une méfiance qui se transformera en une lutte à mort. Il a aussi montré la capacité de Robespierre à maintenir une ligne politique cohérente contre l'opinion dominante, une forme de courage intellectuel qui est l'une des clés de son personnage. Il a perdu la bataille contre la déclaration de guerre, mais les événements lui donneront raison, le propulsant vers les plus hautes sphères du pouvoir dans une France désormais en guerre et au bord du chaos. L'échec cuisant des débuts de la guerre et la menace d'une invasion austro-prussienne créent à Paris une atmosphère de psychose et d'insurrection. Le roi Louis XVI, en opposant son veto à plusieurs décrets de l'Assemblée législative visant à renforcer la défense nationale, confirme les soupçons de trahison qui pèsent sur lui. La publication du manifeste de Brunswick, en juillet 1792, met le feu aux poudres. Dans ce texte, le chef de l'armée prussienne menace Paris d'une subversion totale si le moindre mal est fait à la famille royale. Loin d'intimider les révolutionnaires, cette menace les exaspère et scelle le sort de la monarchie. Dans ce contexte explosif, Robespierre joue un rôle déterminant, non pas comme un homme d'action dans la rue, mais comme un stratège politique et un inspirateur idéologique depuis la tribune des Jacobins et les colonnes de son journal, le Défenseur de la Constitution. Bien qu'il ait changé le titre de son journal pour Lettres à ses commettants, il abandonne l'idée de défendre une constitution qui maintient un roi traître à sa tête. Il comprend que la situation exige une seconde révolution. Il cesse d'appeler au respect de la légalité et devient l'un des principaux théoriciens de l'insurrection. Il appelle les sections parisiennes, les assemblées de quartier où militent les sans-culottes, à se mobiliser. Il demande ouvertement la déchéance du roi et, surtout, l'élection d'une nouvelle assemblée, une convention nationale, élue au suffrage universel, chargée de donner une nouvelle constitution à la France. Il est l'un des premiers à formuler clairement ce programme politique qui va guider l'action des révolutionnaires parisiens. Il n'est pas membre de la commune insurrectionnelle de Paris qui se forme dans la nuit du 9 au 10 août et qui organise l'assaut, mais ses idées l'ont largement nourri. Son influence est celle d'un guide intellectuel. Le 10 août 1792, le tocsin sonne dans tout Paris. Les bataillons des sections parisiennes, renforcés par les fédérés venus de Marseille et de Brest, marchent sur le palais des Tuileries. Le roi et sa famille se réfugient dans la salle du manège, où siège l'Assemblée législative. La garde suisse, qui défend le palais, résiste avec acharnement. Les combats sont d'une violence inouïe, faisant près d'1 millier de morts, principalement du côté des assaillants et des gardes suisses, qui sont massacrés.
La victoire des insurgés est totale. Sous la pression de la rue, l'Assemblée législative n'a d'autre choix que de prononcer la suspension du roi et son incarcération, avec sa famille, à la prison du Temple. L'Assemblée décrète également l'élection d'une convention nationale au suffrage universel. La monarchie millénaire a vécu. La journée du 10 août est une victoire pour le courant radical incarné par Robespierre. Au lendemain de l'insurrection, le pouvoir est partagé entre trois instances. L'Assemblée législative, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. La Commune insurrectionnelle de Paris, qui contrôle la capitale et dont Robespierre devient l'un des membres les plus influents. Et le nouveau Conseil exécutif provisoire, dominé par la figure de Danton, nommé ministre de la Justice. Robespierre choisit de siéger à la Commune, le lieu où bat le cœur de la Révolution. C'est de là qu'il va pousser à la mise en place de mesures d'exception pour faire face aux dangers. La situation militaire est alors désespérée. Les Prussiens avancent, la forteresse de Longwy capitule, puis celle de Verdun est sur le point de tomber, ouvrant la route de Paris. La peur de l'invasion se double de la peur du complot des prisons. La rumeur se répand que les prisonniers royalistes et les prêtres réfractaires emprisonnés à Paris vont profiter du départ des volontaires pour le front pour s'évader, égorger les patriotes et livrer la ville à l'ennemi. C'est dans ce climat de panique et de vengeance que se déroulent les massacres de septembre. Du 2 au 6 septembre, des groupes de sans-culottes se rendent dans les prisons de Paris, l'Abbaye, la Conciergerie, les Carmes, et y exécutent sommairement plus d'1 millier de détenus, prêtres, aristocrates, mais aussi de nombreux prisonniers de droit commun. Quelle est la responsabilité de Robespierre dans ces massacres? C'est l'un des points les plus sombres et les plus débattus de sa biographie. Il n'a pas directement appelé au meurtre. Cependant, en tant que membre éminent de la Commune, il n'a rien fait pour s'y opposer. D'après des témoignages, il aurait, comme d'autres, laissé faire, considérant peut-être ces exécutions comme une forme de justice populaire terrible, mais nécessaire dans un moment de crise extrême. Ces discours enflammés contre les ennemis de l'intérieur ont sans aucun doute contribué à créer le climat qui a rendu les massacres possibles. Ses adversaires girondins ne manqueront pas de l'accuser d'être le septembriseur en chef, une accusation qu'il réfutera toujours avec indignation, mais qui ternira son image. Au milieu de ce chaos, les élections pour la Convention ont lieu. Robespierre est élu triomphalement député de Paris, le premier sur la liste, signe de son immense popularité dans la capitale. Son frère Augustin est également élu. La nouvelle Assemblée se réunit pour la première fois le 20 septembre. Le même jour, l'armée française remporte une victoire inespérée et décisive à Valmy, stoppant l'invasion prussienne. L'effet psychologique est immense. La Révolution est sauvée. Dès sa première séance publique, le 21 septembre 1792, la Convention décrète à l'unanimité l'abolition de la royauté en France. Le lendemain, il est décidé que les actes publics seront désormais datés de l'an 1000 de la République. La chute de la monarchie est consommée. Une nouvelle ère commence. Mais l'unité de la Convention est de courte durée. Deux factions s'opposent déjà violemment. À droite, les Girondins, menés par Brissot, Vergniaud et Pétion, qui se méfient de Paris et de la Commune. À gauche, sur les bancs les plus élevés de l'amphithéâtre, les montagnards, dont les figures de proue sont Robespierre, Danton et Marat. Au centre, une majorité de députés indécis, la Plaine ou le Marais. La première grande bataille entre ces deux factions ne va pas tarder. Elle aura pour objet le sort de l'homme qui est enfermé au Temple, le citoyen Louis Capet, l'ex-roi. Avec l'abolition de la monarchie et l'instauration de la République, une question fondamentale se pose à la Convention nationale. Que faire de l'ancien roi, Louis Capet? Le garder en prison? L'exiler? Ou le juger? Pour les Girondins, majoritaires au début de la Convention, le procès est une source d'embarras. Ils craignent que l'exécution du roi ne dresse contre la France toutes les monarchies d'Europe et ne provoque une guerre généralisée. Ils redoutent également que ce procès ne renforce l'influence des montagnards et des sans-culottes parisiens. Ils cherchent donc à temporiser, suggérant un appel au peuple pour statuer sur le sort du roi, ou plaidant pour la détention jusqu'à la fin de la guerre. Pour les montagnards,
Et pour Robespierre en particulier, la question se pose en des termes radicalement différents. Pour eux, le procès n'est pas une affaire judiciaire ordinaire, mais un acte politique, une mesure de salut public. Il ne s'agit pas de juger un homme, mais de tuer le principe même de la royauté et de rendre impossible tout retour en arrière. C'est dans ce contexte que Maximilien Robespierre va prononcer, le 3 décembre 1792, l'un des discours les plus importants et les plus implacables de sa carrière. Il monte à la tribune pour réfuter l'idée même d'un procès en bonne et due forme. Pour lui, Louis n'est pas un accusé ordinaire qui peut bénéficier de la présomption d'innocence. Sa culpabilité a déjà été établie par le peuple lors de l'insurrection du 10 août. Le peuple l'a déjà jugé et condamné. La Convention n'est pas un tribunal, mais une assemblée politique qui doit prendre une mesure pour la sûreté de l'État. Il déclare « Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous ne pouvez être que des hommes d'État et les représentants de la nation. » Il va plus loin, transformant le débat juridique en une question de vie ou de mort pour la jeune République. Si Louis peut être jugé, cela signifie qu'il peut être innocenté. Et s'il est innocenté, alors qui sont les coupables? Les révolutionnaires eux-mêmes, le peuple du 10 août, la Convention. Tolérer l'existence de Louis, même en prison, c'est maintenir vivante une menace permanente, un point de ralliement pour tous les contre-révolutionnaires. C'est alors qu'il prononce la phrase terrible qui résume toute sa pensée et qui restera dans l'histoire. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Par ce discours, Robespierre opère un renversement complet par rapport à ses positions passées sur la peine de mort. Lui qui, en 1791, plaidait avec passion pour son abolition, en réclame désormais l'application pour le roi déchu. Comment justifie-t-il ce revirement? Il l'explique lui-même dans le même discours. « Je hais la peine de mort prodiguée par vos lois, et je n'ai pour Louis ni amour ni haine. Je ne hais que ses forfaits. La peine de mort, en général, est un crime, et par cette raison seule que, d'après les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée que dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du corps social. Or, la sûreté publique ne la provoque jamais contre les délits ordinaires, parce que la société peut toujours les prévenir par d'autres moyens et mettre le coupable dans l'impuissance de lui nuire. Mais un roi détrôné, au sein d'une révolution qui n'est rien moins que cimentée par des lois, un roi dont le nom seul attire le fléau de la guerre sur la nation agitée, ni la prison, ni l'exil ne peuvent rendre son existence indifférente au bonheur public. En d'autres termes, la peine de mort est un crime, sauf pour le tyran. C'est la théorie de la situation d'exception, qui justifie des mesures extraordinaires pour sauver la patrie en danger. Cette logique sera la même que celle qui présidera à la mise en place de la terreur. Le discours de Robespierre, relayé par celui, tout aussi radical, du jeune Saint-Just, a un impact considérable. Il balaie les arguties juridiques et place le débat sur le terrain politique. Malgré les tentatives de la Gironde, la Convention décide que Louis XVI sera bien jugé par elle. Le procès s'ouvre le 11 décembre. Louis comparaît devant ses juges, se défend avec dignité, mais le verdict est joué d'avance, surtout après la découverte de l'armoire de fer aux Tuileries, un coffre-fort secret contenant la correspondance du roi avec les puissances étrangères et des preuves de son double jeu. Le vote final a lieu à partir du 15 janvier 1793. 3 questions sont posées aux députés qui votent à haute voix, l'un après l'autre, à la tribune. Sur la culpabilité de Louis, le oui est quasi unanime. Sur la question de l'appel au peuple, cher aux Girondins, la proposition est rejetée à une majorité claire, ce qui constitue une victoire majeure pour les montagnards. Enfin, vient la question de la peine. Le vote dure plus de 24 heures, dans une atmosphère d'une tension extrême. Le verdict tombe dans la nuit du 16 au 17 janvier. Sur 721 députés votants, 361 se prononcent pour la mort sans condition, soit la majorité absolue d'une voix. D'autres votent pour la mort avec sursis ou pour la détention. Robespierre, comme tous les chefs montagnards, a voté la mort.
Le sursis est rejeté lors d'un dernier vote. L'exécution de Louis XVI a lieu le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Sa mort est un acte fondateur pour la République. Il n'y a plus de retour en arrière possible. La Convention a brûlé ses vaisseaux. Mais cet acte a aussi des conséquences terribles. Comme l'avaient prédit les Girondins, l'exécution du roi provoque la formation d'une grande coalition de toutes les monarchies européennes contre la France. La guerre devient totale. À l'intérieur, elle déclenche la sanglante guerre de Vendée et les insurrections fédéralistes dans les provinces où les Girondins sont puissants. La République est assiégée de toutes parts. Pour Robespierre et les montagnards, la seule réponse possible à cette crise existentielle est une concentration accrue du pouvoir et l'élimination de tous les ennemis intérieurs. Le procès du roi a été leur première grande victoire politique contre la Gironde. La prochaine étape sera l'élimination physique de leurs adversaires. La logique de la terreur est en marche. L'exécution de Louis XVI au début de l'année 1793 plonge la France républicaine dans la plus grave crise de son histoire. À l'extérieur, une coalition de toutes les grandes puissances européennes, menée par l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et l'Espagne, attaque sur toutes les frontières. Les armées françaises subissent des défaites en série et le général Dumouriez, le vainqueur de Valmy, trahit et passe à l'ennemi. À l'intérieur, la situation est encore plus chaotique. La levée en masse de 300 000 hommes, décrétée par la Convention pour faire face à la guerre, provoque une immense insurrection paysanne dans l'Ouest, particulièrement en Vendée. Cette révolte, d'abord spontanée, devient rapidement une véritable armée catholique et royale, menaçant la République sur ses arrières. Dans plusieurs grandes villes comme Lyon, Marseille et Bordeaux, les partisans des Girondins, chassés du pouvoir à Paris, se soulèvent contre l'autorité de la Convention. Ce sont les révoltes fédéralistes. À Paris même, la crise économique s'aggrave. Le prix des denrées alimentaires flambe. Et les sans-culottes, organisés en un courant radical appelé les « enragés », réclament des mesures sociales drastiques et la taxation des riches. Face à cette situation de péril mortel, où la République semble sur le point de s'effondrer, la Convention, désormais dominée par les montagnards, après l'élimination des Girondins en juin, va mettre en place un gouvernement d'exception. C'est le début de ce que l'on appellera plus tard la terreur. Maximilien Robespierre, sans en être le seul instigateur, en devient la figure la plus emblématique et le principal théoricien. Élu au comité de salut public le 27 juillet 1793, il devient rapidement l'homme fort de ce qui est en réalité un gouvernement de guerre composé de 12 membres qui délibèrent en secret et dirigent tous les aspects de la politique française. Comment Robespierre, l'avocat qui réclamait l'abolition de la peine de mort et la liberté totale de la presse, en est-il arrivé à justifier un système qui suspend les libertés et multiplie les exécutions? Il expose sa doctrine dans plusieurs discours à la Convention. Pour lui, la situation est celle d'une guerre de la liberté contre la tyrannie. Dans de telles circonstances, les règles de la paix ne s'appliquent plus. Le but du gouvernement révolutionnaire est de fonder la République. Celui du gouvernement constitutionnel est de la conserver. Le premier doit faire face à des ennemis, des conspirateurs, des traîtres. Il doit donc utiliser des moyens extraordinaires. C'est là qu'il développe le célèbre et terrible oxymore du despotisme de la liberté contre la tyrannie. La terreur, dans son esprit, n'est pas une violence aveugle et arbitraire. C'est une justice prompte, sévère, inflexible, une émanation de la vertu. Elle est, dit-il, la conséquence du principe démocratique appliqué aux besoins urgents de la patrie. La fameuse phrase prononcée en février 1794 résume sa pensée. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Concrètement, la terreur se met en place à travers une série de lois et d'institutions. Un tribunal révolutionnaire, créé dès mars 1793, est chargé de juger sans appel les ennemis de la Révolution. Ses pouvoirs sont considérablement renforcés. La loi des suspects, votée le 17 septembre 1793,
permet d'arrêter toute personne qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté. La définition est si vague qu'elle permet d'arrêter pratiquement n'importe qui. Des comités de surveillance révolutionnaires sont créés dans chaque commune pour dresser les listes de suspects. La guillotine, installée en permanence sur la place de la Révolution, tourne à plein régime. Les premières victimes sont les symboles de l'Ancien Régime. La reine Marie-Antoinette est exécutée en octobre, ainsi que le duc d'Orléans, Philippe Égalité. Viennent ensuite les adversaires politiques vaincus, les chefs girondins, comme Brissot et Vergniaud. Mais la terreur frappe bien au-delà de ces figures célèbres. Elle s'abat sur les prêtres réfractaires, les aristocrates, les fédéralistes révoltés. À Lyon, la répression menée par Couthon puis par Fouché et Collot d'Herbois est terrible. On utilise le canon et la mitraille pour exécuter les condamnés en masse. À Nantes, le représentant en mission Carrier fait noyer des milliers de suspects dans la Loire. Robespierre, depuis Paris, approuve-t-il ces excès? Son rôle exact est débattu par les historiens. Il ne s'est jamais rendu en province durant cette période. Il semble qu'il ait désapprouvé les massacres aveugles, préférant une terreur légale et centralisée, contrôlée par le Comité de salut public à Paris. Il fera d'ailleurs rappeler des représentants en mission jugés trop extrémistes, comme Fouché et Carrier, qui deviendront ses ennemis mortels. Mais il porte indéniablement la responsabilité politique et morale de la machine qu'il a contribué à créer et à justifier. Au sein du Comité de salut public, le travail est écrasant. Les 12 membres se répartissent les tâches. Robespierre, avec Saint-Just et Couthon, s'occupe davantage de la politique générale et de l'idéologie, tandis que Carnot, le grand organisateur de la victoire, se charge des affaires militaires, et que d'autres, comme Billaud-Varenne ou Collot d'Herbois, sont considérés comme les durs du comité. Pendant ce temps, les mesures prises portent leurs fruits sur le plan militaire. La levée en masse permet de constituer une armée de près d'1 million d'hommes. Les insurrections fédéralistes sont écrasées. L'armée vendéenne est anéantie à Savenay en décembre. Sur les frontières, la situation se retourne. Les victoires de Hondschoote et de Wattignies permettent de repousser les envahisseurs. À la fin de l'année 1793, la République semble sauvée. Mais la terreur, loin de s'arrêter, va maintenant se retourner contre les révolutionnaires eux-mêmes. Robespierre est au sommet de son pouvoir, mais il est aussi prisonnier de la logique qu'il a mise en place. La Révolution, comme Saturne, commence à dévorer ses propres enfants. Au début de l'année 1794, la République française est sauvée militairement. Les armées étrangères sont repoussées et les insurrections intérieures sont matées dans le sang. Logiquement, la terreur, qui avait été justifiée par l'état d'exception et le péril de la patrie, aurait dû s'apaiser. C'est ce que réclame une partie de l'opinion publique et de la classe politique, notamment autour de Georges Danton et de Camille Desmoulins. Pourtant, c'est précisément à ce moment que la terreur va connaître son paroxysme, en se retournant contre les factions mêmes qui avaient porté la Révolution. Robespierre se trouve alors au cœur d'une lutte de pouvoir mortelle, pris en étau entre deux factions opposées qu'il juge également dangereuses pour l'avenir de sa République de la Vertu. D'un côté, à sa gauche, se trouvent les exagérés ou hébertistes, du nom de leur meneur, Jacques-René Hébert, le rédacteur du journal populiste et ordurier Le Père Duchesne. Proche des sans-culottes les plus radicaux, il contrôle le club des Cordeliers et la Commune de Paris. Il réclame une intensification de la terreur, des mesures sociales encore plus radicales, et mène une politique de déchristianisation violente, saccageant les églises, organisant des mascarades anti-religieuses et promouvant le culte de la raison. Robespierre, déiste et disciple de Rousseau, voit dans cet athéisme militant une menace pour la morale publique. Il craint surtout que les hébertistes, par leurs excès et leurs appels à l'insurrection, ne finissent par déstabiliser le gouvernement révolutionnaire et ne provoquent le chaos. De l'autre côté, à sa droite, se trouvent les indulgents ou dantonistes. Menés par Danton, revenu sur la scène politique après un retrait temporaire, et par Camille Desmoulins, qui publie le journal
le vieux cordelier, ils appellent à la clémence, à la fin de la terreur et à la mise en place d'un comité de clémence. Ils dénoncent la dictature des comités et la tyrannie de la guillotine. Pour Robespierre, leur appel à l'indulgence est suspect. Il y voit le signe d'un relâchement moral, d'une corruption, et soupçonne les dantonistes de vouloir mettre fin à la Révolution pour pouvoir profiter en paix des richesses qu'ils ont acquises, parfois de manière douteuse. Danton, avec son train de vie fastueux et son entourage d'affairistes, incarne tout ce que l'incorruptible exècre. La lutte va se jouer en 2 actes. D'abord, le comité de salut public, sous l'impulsion de Robespierre et de Saint-Just, décide de frapper à gauche. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1794, Hébert et les principaux chefs des Cordeliers sont arrêtés. Leur procès est expéditif. Accusés d'avoir comploté une insurrection contre la Convention, ils sont guillotinés le 24 mars, sous les applaudissements de la foule qui, quelques semaines plus tôt, les acclamait. La Commune de Paris est épurée et mise au pas. Les dantonistes applaudissent à la chute de leurs rivaux, croyant leur heure venue. Ils se trompent lourdement. Robespierre et le comité ne voient dans leur indulgence qu'une autre forme de trahison. Saint-Just, le bras droit glacial et implacable de Robespierre, est chargé de rédiger le rapport d'accusation. Il y amalgame Danton, Desmoulins et leurs amis avec des affairistes et des agents de l'étranger dans une conspiration imaginaire. La décision d'arrêter Danton est l'une des plus graves et des plus lourdes de conséquences de la Révolution. Danton est une figure immense, l'homme du 10 août, celui qui avait incarné l'audace et l'énergie de la patrie en danger. Beaucoup au sein même du comité hésitent. Selon des témoignages, Robespierre aurait lui-même longtemps tergiversé. Il connaissait Danton depuis des années. Quant à Camille Desmoulins, c'était son ami d'enfance, son camarade du collège Louis le Grand. Mais la logique de fer de la Révolution, telle qu'il la conçoit, l'emporte sur les sentiments personnels. Pour lui, quiconque s'écarte de la ligne de la vertu est un ennemi, quelle que soit son histoire. La patrie n'a pas de plus dangereux ennemis que ceux qui, tout en la servant, conservent des relations avec ses ennemis, dira-t-il. Dans la nuit du 30 au 31 mars, Danton, Desmoulins et plusieurs de leurs amis sont arrêtés. L'annonce de leur arrestation à la Convention provoque la stupeur. Le gendre, un ami de Danton, tente de le défendre, mais Robespierre intervient, le visage glacial, et par un discours menaçant, il paralyse toute opposition. « Quiconque tremble en ce moment est coupable », lance-t-il. Le procès des dantonistes est une parodie de justice. Danton, avec sa voix de tribun, tente de se défendre avec une énergie formidable, prenant à partie ses accusateurs. Le président du tribunal, terrorisé, obtient de la Convention un décret qui permet de mettre les accusés hors des débats s'ils résistent à la justice nationale. Privés de parole, leur sort est scellé. Le 5 avril 1794, ils montent à l'échafaud. Sur le chemin, Danton aurait dit « Robespierre, tu me suis ». Camille Desmoulins meurt désespérée, pensant à sa jeune femme Lucile, qui sera elle-même guillotinée quelques jours plus tard. La chute des factions laisse Robespierre au sommet apparent de son pouvoir. Il semble n'avoir plus aucun rival. Il est le maître incontesté de la Convention et des Jacobins. Mais cette victoire est une victoire à la Pyrrhus. En éliminant les hébertistes, il s'est coupé de sa base, les sans-culottes parisiens. En éliminant les dantonistes, il a terrifié la Convention. De nombreux députés, qui se sentent désormais menacés, commencent à penser que leur seule chance de survie est de l'abattre. L'incorruptible est désormais seul, isolé au sommet d'une pyramide de peur. Il a vaincu toutes les oppositions, mais il a créé un vide autour de lui. La Révolution, privée des voix discordantes mais puissantes d'un Hébert ou d'un Danton, n'a plus que sa seule voix pour la guider. Et cette voix va bientôt se faire l'écho d'une paranoïa et d'une mystique qui achèveront de le perdre. Après l'élimination des factions hébertistes et dantonistes au printemps 1794, Maximilien Robespierre atteint l'apogée de son influence. Il n'est pas un dictateur au sens formel du terme, toutes les décisions sont encore prises collégialement au sein du comité de salut public, mais son autorité morale et politique est immense. Il profite de cette position pour tenter de mener la révolution à son terme, en lui donnant une base spirituelle et morale. Profondément déiste et rousseauiste,
Il est convaincu que la République ne peut survivre sans une religion civile, qui unisse les citoyens autour de valeurs communes et d'une foi en une puissance supérieure. Il méprise l'athéisme promu par les hébertistes, qu'il considère comme immoral et aristocratique. Il croit que la croyance en un être suprême et en l'immortalité de l'âme est le fondement de la vertu et de la justice sociale. C'est dans ce but qu'il fait voter par la Convention, le 7 mai 1794, un décret instaurant le culte de l'être suprême. Ce décret établit un calendrier de fêtes républicaines destinées à remplacer les fêtes catholiques. La plus importante de ces fêtes doit être la fête de l'être suprême, fixée pour le 20 prairial en 2, soit le 8 juin 1794. Ce jour-là, Robespierre est à l'honneur. Élu président de la Convention quelques jours auparavant, il est chargé de présider la cérémonie. Vêtu d'un habit bleu ciel, un bouquet de fleurs et d'épis à la main, il marche en tête du cortège des députés. Au jardin des Tuileries, il prononce un discours mystique et grandiloquent, puis met le feu à une statue symbolisant l'athéisme, qui, en se consumant, laisse apparaître une statue de la sagesse. La cérémonie se poursuit sur le champ de Mars, au sommet d'une montagne artificielle. Pour Robespierre, c'est le plus beau jour de sa vie, le couronnement de son œuvre. Mais pour beaucoup de ses contemporains, ce spectacle est inquiétant. Ses collègues du comité de salut public, des athées comme Billaud Varenne ou Collot d'Herbois, le regardent avec sarcasme et méfiance. Des députés de la Convention murmurent qu'il se prend pour un grand prêtre, un nouveau pontife. On l'accuse de vouloir instaurer une dictature personnelle et religieuse. Cet événement, qui devait unifier la nation, creuse en réalité le fossé entre Robespierre et une grande partie de la classe politique. Sa popularité, autrefois immense, commence à s'effriter. Son isolement s'accroît. 2 jours seulement après cette fête, le 10 juin, soit le 22 prairial, le comité de salut public fait voter une loi qui va considérablement accélérer et amplifier la terreur, la plongeant dans sa phase la plus intense, la Grande Terreur. Proposée par Couthon mais largement inspirée par Robespierre, la loi de prairial réorganise le tribunal révolutionnaire. Elle supprime l'interrogatoire préalable des accusés, ne leur laisse plus d'avocats pour leur défense et ne propose au jury que 2 verdicts possibles, l'acquittement ou la mort. Plus grave encore, la loi introduit une nouvelle définition, extrêmement vague, des ennemis du peuple, incluant ceux qui cherchent à dépraver les mœurs ou à anéantir la vertu. La preuve requise pour une condamnation n'est plus matérielle, mais morale. En somme, une simple dénonciation ou une intime conviction des jurés peut suffire à envoyer un homme à la guillotine. Cette loi terrible provoque une vive opposition au sein même de la Convention et du comité de gouvernement. De nombreux députés craignent, à juste titre, qu'une telle loi ne puisse être utilisée pour les éliminer. Robespierre doit user de toute son autorité pour la faire adopter. Les conséquences sont immédiates et dramatiques. Alors que le tribunal révolutionnaire avait prononcé environ 1250 condamnations à mort à Paris en 14 mois, il en prononce plus de 1360 en seulement 47 jours après le vote de la loi de prairial. La guillotine ne chôme plus. Pendant ce temps, Robespierre semble de plus en plus consumé par la paranoïa. Il voit des complots partout, des poignards levés contre lui. 2 tentatives d'attentat, réelles ou supposées, contre lui et Collot d'Herbois renforcent son obsession. Il est également la cible d'une curieuse affaire, l'affaire Catherine Théot, une vieille mystique qui se proclame mère de Dieu et annonce Robespierre comme le nouveau Messie. Ses adversaires au sein du comité de sûreté générale, l'autre grand comité de gouvernement chargé de la police, exploitent cette affaire pour le ridiculiser et le présenter comme un tyran aspirant à la divinité. À partir de la fin du mois de juin, sentant l'hostilité monter contre lui, Robespierre cesse de paraître au comité de salut public pendant plusieurs semaines. Il se retire de la gestion quotidienne du gouvernement, mais continue de se rendre au club des Jacobins, où il dénonce les conspirateurs et les fripons qui, selon lui, gangrènent les comités et la Convention. Cet retrait est une erreur tactique fatale. En son absence, ses ennemis, qui sont nombreux,
et de tous bords des anciens dantonistes qui ont survécu, des anciens hébertistes, des représentants en mission qu'il a fait rappeler pour leurs excès, comme Fouché, Tallien, Barras, et même ses propres collègues des comités comme Billaud Varenne et Collot d'Herbois qui craignent sa dérive autoritaire, ont tout le loisir de tisser leur toile. Ils exploitent la peur qu'inspire la Grande Terreur, faisant de Robespierre le seul et unique responsable des exécutions, le dictateur sanguinaire. La victoire éclatante de l'armée française à Fleurus, le 26 juin, qui ouvre la Belgique à la conquête, rend la poursuite de la terreur encore plus injustifiable aux yeux de beaucoup. La patrie n'est plus en danger. Alors pourquoi la guillotine continue-t-elle de fonctionner ? Le culte de l'être suprême a révélé ses ambitions de guide spirituel. La loi de Prairial a montré sa capacité à instaurer une justice d'extermination, et sa paranoïa croissante le rend imprévisible et dangereux pour tous. L'incorruptible est devenu, aux yeux d'un nombre croissant de ses collègues, un tyran en puissance qu'il faut abattre avant qu'il ne soit trop tard. La conspiration se noue dans l'ombre, en attendant le moment propice pour frapper. La chaleur étouffante de l'été 1794, le mois de Thermidor dans le calendrier révolutionnaire, est à l'image de la tension politique qui règne à Paris. Maximilien Robespierre, après s'être absenté pendant plusieurs semaines du comité de salut public, sent que la conspiration contre lui se resserre. Il décide de rompre le silence et de porter le combat sur la place publique, à la tribune de la Convention nationale. Le 8 Thermidor en 2, soit le 26 juillet, il prononce ce qui sera son dernier discours. C'est un discours long, ambigu et terriblement menaçant. Pendant plus de 2 heures, il se défend des accusations de tyrannie et de dictature. Il dresse le bilan de son action, se présentant comme un martyr de la vertu, un homme seul luttant contre une ligue de fripons. Puis vient la partie la plus dangereuse de son intervention. Il attaque violemment ses adversaires, dénonce une conspiration au sein même des comités de gouvernement et de la Convention. Il parle de traîtres, de corrompus, de comploteurs qui sapent la Révolution. Mais il commet une erreur fatale. Il ne nomme personne. Il laisse planer une menace vague et générale, ce qui a pour effet de souder contre lui tous ceux qui se sentent visés. Dans les travées de l'Assemblée, chaque député qui a quelque chose à se reprocher, et ils sont nombreux, se sent potentiellement sur la prochaine liste de proscription. Il termine son discours par des mots qui sonnent comme un testament politique. « Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Le temps n'est point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément la patrie. Les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que la horde des fripons dominera. » Dans un premier temps, le discours semble avoir l'effet escompté. L'autorité de Robespierre est encore telle que la Convention vote l'impression du discours. Mais le vent tourne rapidement. Cambon, le responsable des finances, que Robespierre a attaqué nommément, monte à la tribune et se défend avec vigueur. Billaud Varenne, membre du comité de salut public, demande que le discours soit d'abord examiné par les comités avant d'être envoyé dans les départements. La proposition est acceptée. C'est un premier désaveu pour Robespierre. Le soir même, il se rend au club des Jacobins et y relit son discours. Il est acclamé par ses fidèles partisans. Billaud Varenne et Collot d'Herbois, présents dans la salle, sont hués et chassés. Robespierre, galvanisé par ce soutien, refuse toute conciliation. « Je boirai la ciguë avec Socrate », lance-t-il, se comparant au philosophe injustement condamné. Mais pendant que les Jacobins l'applaudissent, ses ennemis agissent. La nuit du 8 au 9 Thermidor est décisive. Les conjurés, menés par des hommes comme Tallien, Fouché et Barras, qui savent leur tête en jeu, passent à la nuit à rallier les députés indécis de la plaine. Ils leur promettent la fin de la terreur et les convainquent que Robespierre prépare une nouvelle purge pour asseoir sa dictature personnelle. Le lendemain matin, le 9 Thermidor, lorsque la séance de la Convention s'ouvre, le piège est prêt. Saint-Just monte à la tribune pour lire un rapport. Il n'a pas le temps de prononcer plus de quelques phrases. Il est interrompu par Tallien, qui l'accuse violemment. Billaud Varenne prend le relais et se lance dans une diatribe contre le tyran. Robespierre tente de prendre la parole pour se défendre, mais le président de l'Assemblée, Collot d'Herbois, l'un des conjurés, l'en empêche en agitant sa sonnette.
La salle est en tumulte. Des cris fusent de toutes parts. « À bas le tyran !» Robespierre, suffoquant de rage, se tourne vers les tribunes, puis vers les députés de la montagne. Mais ses anciens soutiens restent silencieux ou se joignent à la curée. C'est un obscur député qui lance la proposition fatidique « Je demande le décret d'arrestation contre Robespierre ». La proposition est votée dans l'enthousiasme général. On vote également l'arrestation de son frère, Augustin, de son proche allié Saint-Just, du paralytique Couthon et de Lebas. La Commune de Paris, restée fidèle à Robespierre, tente de le sauver. Elle fait libérer les prisonniers et les conduit à l'hôtel de ville, qui devient le quartier général de l'insurrection. La Commune sonne le tocsin et tente de mobiliser les sections de sans-culottes. Mais le cœur n'y est plus. Les sections parisiennes, épuisées par la Révolution et mécontentes de la politique salariale du comité, ne répondent que mollement à l'appel. De son côté, la Convention réagit avec une énergie féroce. Elle déclare les insurgés hors la loi, ce qui signifie qu'ils peuvent être exécutés sans procès sur simple vérification de leur identité. Elle nomme Barras, commandant des forces armées de Paris, qui rassemble les bataillons des sections restées fidèles à l'Assemblée. Tard dans la nuit, les troupes de la Convention marchent sur l'hôtel de ville. L'assaut est donné vers 2 heures du matin. C'est la confusion la plus totale. Lebas se suicide d'une balle dans la tête. Augustin Robespierre se jette par une fenêtre et est retrouvé brisé sur les pavés. Couthon est jeté en bas des escaliers. Quant à Maximilien, on le découvre gisant sur le sol, la mâchoire fracassée par un coup de pistolet. S'est-il tiré dessus lui-même dans une tentative de suicide ou a-t-il été touché par le gendarme Médin? La question reste débattue. Le lendemain, le 10 Thermidor, en fin d'après-midi, Robespierre et 21 de ses partisans, dont Saint-Just et Couthon, sont conduits à l'échafaud sans procès. La charrette traverse une foule hostile qui l'insulte. Sur la place de la Révolution, le bourreau arrache le bandage qui maintenait sa mâchoire en place, lui arrachant un cri de douleur. Quelques instants plus tard, la lame de la guillotine tombe, mettant fin à la vie de celui qui avait incarné, plus que tout autre, la Révolution dans ce qu'elle avait de plus intransigeant et de plus terrible. Sa mort marque la fin de la Grande Terreur et le début d'une nouvelle phase de la Révolution, la réaction thermidorienne. Maximilien Robespierre fut le produit d'une époque extraordinaire, un homme de principes rigides, broyé par la machine révolutionnaire, qu'il avait lui-même contribué à construire. Son histoire demeure un avertissement intemporel sur la dangereuse frontière entre la vertu et la terreur, entre l'idéal et le fanatisme. Quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de la partager pour soutenir notre travail.